voici mes conflits d'intérêts. Donc déjà, pourquoi? Si on revient en 2012, si on voit cette étude basée sur, si on voit cette publication dans les recommandations européennes de 2012, basée sur l'étude faite par Mariana Mirabel avec Bernard Young à l'époque, on voyait que, en gros, on disait que pour des fuites mitrales isolées, sévères et symptomatiques, on avait 49% des patients qui n'avaient juste pas d'intervention. Alors ce n'est pas anodin, puisque quand on suit ces patients, on sait que 50% vont avoir été hospitalisés pour insuffisance cardiaque au bout de 2 ans, 90% au bout de 5 ans, et en fait 50% vont mourir à 5 ans. Donc il y avait un trou, il fallait le combler. Alors comment? Bien sûr, on pouvait partir sur le remplacement. À l'époque, le TAVI avait bien avancé. On s'est dit, pourquoi pas? On a remplacé la valve aortique. Pourquoi pas remplacer la valve mitrale? Donc, j'ai fait exprès de prendre cette diapo qui est de 2015, de mes anneaux. Et en fait, on voit que tout le monde s'y est mis, qu'il y a plein de devices qui étaient déjà en cours de développement. Bien sûr, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus avancés. Mais en fait, très vite, les gens ont compris qu'en fait, ça va pas être si facile que ça. Puisque, en fait, la valve mitrale, c'est pas une valve aortique. Donc, l'anneau, déjà, il a des tailles tellement variables. La structure anatomique sur laquelle on va s'ancrer, c'est un peu plus difficile à identifier. Les calcifications, elles sont pas toujours là et elles sont pas toujours assez circonférentielles pour qu'on puisse s'asseoir dessus. La dynamique, elle est complètement différente. Donc, clairement, on pouvait se dire à l'époque, bon, on va continuer dans cette piste, mais les gens ont très vite compris qu'il fallait aussi chercher autre chose. Et donc, les autres choses, les gens ont pris différentes parties de la valve et chacun s'est dit, moi, je vais m'attaquer à une partie et on va réussir à traiter cette valve. Donc, nous venons de voir le mitraclip, donc voie fémorale, transseptale. On va s'aligner dans le jet et on va aller grasper la zone qui est en train de fuir, un clip, voire plus, et essayer de réparer. Donc, je ne reviens pas dessus. Et en fait, l'autre technique qui s'est dit la même chose, c'est le Pascal. Alors, ça ressemble énormément, c'est un peu troublant la ressemblance, mais en fait, la petite différence, elle est là. C'est ce petit spacer que l'on va voir apparaître au milieu. Et donc, faut dire qu'il y a des procès entre les boîtes pour un peu de copiage, mais enfin, techniquement, Edwards se défend en disant, mais moi, j'ai ce spacer. L'avantage de ce spacer, c'est qu'en pratique, au lieu de tirer les feuillets pour qu'ils viennent coapter ensemble, on va moins tirer dessus pour qu'ils viennent coapter sur ce spacer. L'autre avantage, mais ça va être rattrapé rapidement par mitraclip, c'est qu'on peut grasper de façon séparée. Donc, dans certains cas, on a graspé, mais on se dit, j'aimerais bien optimiser que sur un feuillet, mais j'ai pas envie de tout recommencer. On peut se permettre ici. Et l'autre avantage aussi, c'est que dans certains cas, quand l'échographiste a du mal, il peut dégager un côté puis l'autre et donc permettre de rattraper le coup. Les résultats sont bons, mais ils ont l'inconvénient de leur avantage. Ça veut dire qu'en tirant moins sur le feuillet, ce qu'on observe avec le mitraclip comme diminution de la taille de l'anneau, on ne l'observe pas avec le Pascal. On est plus gentil sur des feuillets restrictifs, mais en pratique, on diminue moins la taille de l'anneau. Donc je pense qu'il y a de la place pour les deux, mais qu'il faut voir en fonction des caractéristiques. Il est marqué CE, donc en fait, de toute façon, je ne vais présenter que les devices et très rapidement pour les autres qui sont marqués CE avec suffisamment d'expérience. Donc l'autre façon, c'était de se dire, bon, on va s'attaquer aux anneaux. Donc, il y a deux façons. L'annuloplastie directe, c'est le cardioband, donc voie fémorale, transseptale, et on va commencer à visser à partir de l'anneau postérieur, et donc c'est une annuloplastie directe. Donc là, vous voyez, on est passé à travers le septum. On va commencer à déployer progressivement tous les encres. Alors, quand on aura fini, on va resserrer tout ça. Donc, c'est vraiment une annuloplastie directe. Le problème, c'est que en temps moyen d'intervention, on est à 2,5-3 heures. Et en fait, il faut savoir que le moindre encre qui n'est pas bien positionné, en fait, c'est toute la procédure qui va échouer. Donc, techniquement, c'est assez preneur. Mais c'est une technique qui est marquée CE, qui est assez utilisée et qui a fait ses preuves. L'autre façon, c'est de se dire, bon, il y a une structure qui vient contourner la valve mitrale, eh bien, c'est le sinus coronaire. En fait, il est facilement accessible. Les rythmologues ont l'habitude de se balader dedans. On va le faire nous aussi, et en fait, on va faire de l'annuloplastie indirecte. Donc ça, c'est le device de Carillon. Donc on voit bien les deux encres ici. Et en fait, la technique consiste à aller jusqu'au fond du sinus coronaire
Et à ce moment-là, le carillon est encore dans une gaine. On va commencer à retirer progressivement cette gaine. Premier déclic, c'est que ce premier ancre va se déployer. Deuxième déclic, l'ancre proximale va se déployer. Une fois qu'on a fini ça, on va resserrer l'anneau. Là aussi, les preuves, on les a dans l'étude Reduce FMR, mais en fait, on les a sur la quantification de la fuite, pas tellement sur la clinique pour le moment. Les données sont là. Il y a deux limites évidentes quand on y réfléchit, c'est qu'on ne fait que corriger la partie postérieure de l'anneau, mais comme c'est elle qui se dilate, on se dit quand même il y a un intérêt. Et l'autre obstacle, c'est la relation avec l'artère circonflexe. Et en fait, il y a un contrôle systématique pendant la procédure. Moi, j'ai déjà dû stenter post-carillon parce que il y a eu un impingement de la circonflexe qu'on avait sous-estimé. Au final, là, il y avait de langueur. L'autre façon, c'était de se dire, bon, on va s'attaquer au cordage. Donc, il y a un cordage qui ne marche pas, eh bien, on va le remplacer par un autre cordage. Ça, c'est le concept du néocorde. Donc, clairement, on va passer cette fois-ci incision intercostale et un abord apical. Donc, on n'est déjà plus dans le fémoral et on n'est pas dans la... Désolé, le carillon, c'était une jugulaire. Là, on est dans l'apical carrément. Et donc, on va aller remplacer le cordage. Donc, c'est beaucoup plus invasif. Il y a les études en cours, notamment un PHRC français, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. La dernière que j'aimerais présenter dans toute cette panoplie, c'est le traitement du ventricule. Quand on se dit qu'une fuite mitrale, c'est une maladie du ventricule qui est en train de tirer sur cette valve mitrale, en fait, pourquoi ne pas soigner plutôt ce ventricule? Et en fait, c'est un peu le concept de Van Touch qui a dit, moi, je vais mettre le ventricule dans un sac, le remplir de CMFI, et en fait, je vais resserrer sous guidage écho jusqu'à ce que j'arrive à un point où j'ai l'impression que la fuite, elle est contrôlée. On peut se dire, mais et la cardiopathie restrictive que l'on crée, en fait, il y a moyen d'y revenir et de vider ou remplir ce petit sac relié. Donc là, on n'est pas dans le marquage CE, mais enfin, c'était juste pour montrer jusqu'où on peut aller dans la création. Et en fait, il y en a encore pire que je vous épargne pour rester dans les 10 minutes. Donc en fait, finalement, pour qui? Donc l'aspect anatomique du MitraClip, on l'a déjà abordé, mais en fait, techniquement, si on résume les guidelines actuelles européennes, qui doivent être modifiées, en fait, nous voyons que de toute façon, il faut qu'il y ait des patients réfractaires au traitement médical. Donc, si c'est une primaire, contrairement à ce qui est en France où c'est plutôt le récusé, en fait, pour une primaire, ils disent, si on considère que la probabilité de réparation chirurgicale, elle est basse, ou le risque, il est pas faible, on peut déjà discuter du traitement percutané, et c'est le edge-to-edge, donc c'est le MitraClip qui est dans les recommandations. Pour la secondaire, là, réfractaire au traitement, et il n'y a pas d'indication à un pontage, et donc là, on va voir en fonction de la fraction d'éjection, supérieure à 30%, tout patient qui n'est pas dans le risque chirurgical non bas, et tout inférieur à 30%, alors là, ils nous disent, voyez si vous voulez greffer ou assister, et si vous ne le faites pas, ben, vous verrez en chirurgie et MitraClip, mais en fait, il ne donne pas beaucoup de guidage. Et je pense que le problème se pose effectivement sur cette fuite secondaire, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, de cette fuite secondaire, les données de la vraie vie sont assez encourageantes, mais il y a cette histoire de distinguo entre MitraFR et COAPT, et je pense que cette diapo, déjà, on vient de la revoir, mais on l'a tous vue et revue, on n'en peut plus. Mais en fait, il y a toujours le sort qui apparaît systématiquement, il y a ce volume télédiastolique du VD. Tout y est passé, en fait, dans cette diapo, y compris le taux de récidive, l'expérience des Français, les complications procédurales qui étaient plus élevées, tout y est passé. Et si on essaie d'avoir une vision encore plus globale, est-ce que c'est vraiment une histoire de sort? Si on voit notre HAS, elle nous a dit, vous vous limitez aux patients qui ont plus de 0,3. On a essayé de voir, est-ce que vraiment c'est un critère, quoi. Donc, on a regardé sur le registre EuroSMR, c'est un registre qui regroupe plusieurs centres européens, donc il y a Munich, Paris, Berne, enfin, il y a 8 centres européens avec que des fuites secondaires et plus de 1000 patients. Donc, on a essayé de comprendre, est-ce qu'il y a moyen de trouver déjà un cut-off qui associe mortalité et sort? En fait, il n'y en a juste pas. La spline curve, elle est plate, il n'y a aucune correspondance. On s'est dit, bon, ok, s'il n'y a pas de possibilité de trouver un cut-off, on va utiliser le cut-off qu'on nous propose, donc on va prendre le 0,3. Ça tombait bien, ça correspondait à la médiane aussi dans notre étude. En fait, pas de différence de mortalité. Et il y avait un bénéfice clinique chez tous les patients. Donc, se baser simplement sur la SOR pour dire on est à 0,25, il faut peut-être se poser la question sur est-ce que c'est la bonne stratégie. La proportionnalité introduite par Grayburn avec cette courbe où il a dit il y a 3 types d'IM. Il y a l'IM disproportionnée où elle est dominante et donc elle est vraiment sévère.
en se basant sur le rapport de la sœur dont on vient de voir les limites et du diamètre télédiastolique du VG. Donc en fait, soit l'IM est dominante, soit elle est codominante, donc elle est proportionnelle, mais elle est là, soit c'est le VG dominant, et dans ce cas, Greiber nous explique qu'en fait c'est une fuite non sévère, c'est juste la taille du ventricule qui fausse les mesures du sort, et donc le sort que l'on voit est faux. On a pareil voulu tester cette hypothèse dans le registre EuroSMR, et en fait là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, il y a deux groupes qui se ressemblent et un groupe qui sort du lot. Donc ça, le groupe qui est ventricule dominant, probablement il a raison de dire c'est pas une fuite sévère, ou en tout cas c'est pas la fuite à traiter, parce que clairement, eux, ils ont une mortalité plus élevée, ils sortent du lot. Et alors que dans le groupe où on a une IM disproportionnée ou codominante, enfin l'une des deux, dans tous les cas, la mortalité se ressemble. Le bénéfice clinique y est, mais il y a toujours la limite du biais de survie, parce que le patient qui est mort et la mortalité est plus élevée dans le groupe ventricule, clairement il est moins symptomatique. Enfin, ça va biaiser la proportion de patients qui vont être symptomatiques au bout de 2 ans. Puis on s'est dit peut-être que la réponse n'est pas en fait dans le ventricule gauche ni dans l'IM, ce qu'il faut regarder aussi dans le ventricule droit et les pressions pulmonaires. On avait déjà vu que les pressions pulmonaires étaient un facteur prédictif de mauvais pronostic, et le ventricule droit, on s'en doute bien, mais en fait la question c'est de les mettre en perspective, et donc c'est très à la mode un petit peu en ce moment, ce couplage VD artère pulmonaire. En fait, on va faire le rapport entre le TAP-C et la SPAP. Donc on va prendre la pression pulmonaire, parce qu'un ventricule qui travaille face à une pression à 80, c'est pas comme le ventricule qui travaille face à une pression à 30. On s'est dit on va faire ce cut-off qui a déjà été testé dans le TAVI, qui a fait ses preuves, dans l'embolie pulmonaire, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc cette fois-ci, on a réussi au moins à trouver un cut-off qui est de 0,274. Et en fait, si on fait ce rapport, on voit bien qu'on peut créer deux populations chez qui il y a une différence de survie. Donc ça, c'est juste pour sortir un petit peu de la discussion classique, pour dire qu'il y a encore d'autres pistes qu'on est supposé trouver sur la fuite mitrale secondaire. On n'est pas encore arrivé à la fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de créativité, on y est. Les techniques sont multiples. Le domaine est en pleine évolution. C'était initialement pour assurer un besoin, mais en fait, ça se développe très, très vite. Mais en fait, la bonne sélection des patients reste la clé. Clairement, on a encore beaucoup à apprendre. Et en fait, surtout, il faut qu'on puisse discuter entre nous. Merci de votre attention.